Bonjour, Bonjour, merci de participer à cet épisode de la série Femmes fédérales. merci à vous. Donc vous êtes une élue lausannoise, vous êtes née en 2001, donc vous êtes la plus jeune de cette série. Mais vous êtes quand même, vous avez quand même déjà eu un mandat, ce n'est pas votre première campagne politique puisque vous avez été élu au conseil communal de Lausanne lors de la dernière législature. Et là vous faites votre première campagne pour les fédérales, évidemment, vu votre âge vous n'avez pas vraiment l'occasion de faire avant. Et vous représentez, vous, le camp du PLR. Donc vous êtes à la fois, vous me dites si je me trompe, à la fois sur la liste PLR principale et en même temps représentante des jeunes PLR Vaud, donc également sur la liste des jeunes PLR. Oui, c'est une petite particularité parce que donc le PLR vous présente trois listes. La liste principale, la liste énergie libérale et puis la liste des jeunes Il y a beaucoup PLR. de partis qui font ça, Et qui puis, présentent plusieurs listes. oui, mais la particularité, c'est que nous avons une place dédiée aux jeunes PLR sur la liste principale du PLR Vaud. Euh, donc nous avons 19 candidats jeunes PLR qui se présentent sur la liste des jeunes et puis un représentant des JLRV, donc des jeunes libéraux radicaux vaudois sur la liste principale du PLR Vaud. Et puis ce sont les jeunes PLR qui m'ont désigné comme candidate pour les représenter. Et rappelons que également, je finis votre CV avant que je vous pose la première question sur votre parcours. Rappelons que vous êtes également présidente actuelle des jeunes PLR du canton de Vaud. Oui, tout à fait. Et donc vous êtes en cours de mandat actuellement, si je ne m'abuse. Donc première question, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours? Parce que même si vous êtes la plus jeune de cette série, c'est pas une raison. Vous avez également un parcours politique fourni, en tout cas au niveau vaudois. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours, expliquer pourquoi, si jeune, alors que vous êtes, je rappelle que vous êtes encore étudiante à l'université de Lausanne. Expliquer voilà, comment ça s'est fait que vous êtes entré dans la politique, pourquoi vous êtes intéressé à ces sujets, et voilà, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et enfin, on en finira jusqu'à justement cette campagne. Comment est-ce que vous êtes lancé dans cette campagne? Alors effectivement, je suis engagée au sein du PLR Vaud depuis 2020, mi-2020. Euh, et puis, je me suis directement engagée au sein du comité des jeunes PLR vaudois. C'est un bon début. Les jeunesses de parti, c'est vraiment essentiel pour faire ses premiers pas en politique. C'est formateur? Oui, ouais, ouais. Non, c'est vraiment très important. Ça nous permet de rencontrer du monde aussi, de savoir comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc je suis rentrée en tant que secrétaire générale au sein du comité. Ensuite j'étais vice-présidente. Et puis ça fait maintenant un tout petit peu plus d'une année que je suis la présidente des jeunes PLR vaudois. L'année passée, j'ai co-présidé notre initiative cantonale davantage de pouvoir d'achat pour la population vaudoise. Donc on demandait d'augmenter les déductions fiscales liées aux primes d'assurance maladie. C'était une initiative cantonale qui a abouti. C'est très compliqué, c'est très intense parce que c'est 12 000 signatures en 4 mois dans le canton. Donc voilà, c'est aussi formateur à ce niveau-là parce que voilà, on apprend à aller à la rencontre de la population, à faire transmettre nos idées. Et c'est intéressant aussi à ce titre-là. Vous l'avez dit, je suis au conseil communal de Lausanne aussi depuis le début de la législature, donc depuis 2021. On a eu beaucoup de renouvellement au sein du conseil communal et au sein du groupe PLR aussi. Beaucoup de jeunes. Oui, puisqu'on avait 5 jeunes de moins de 30 ans qui ont été élus en 2021. Donc ça, c'est aussi un bon signal. Et pendant toutes les élections communales de 2021, on a vu qu'il y avait vraiment une nécessité, un besoin qui se faisait ressentir de la population de renouvellement, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été élus dans les conseils communaux, dans les municipalités aussi. Donc c'était un bon signal, on parlait de vague bleue parce que c'était beaucoup de jeunes et beaucoup de jeunes PLR. Donc ça, on était très satisfaits. Donc vous êtes la représentante aujourd'hui, justement. Voilà, exactement. Donc voilà, très peu de temps finalement que je suis engagée en politique, hein, ça fait 3 ans maintenant. 2000, vous avez commencé en 2020, donc 2023, ça fait 3 ans. Voilà, mais voilà, toujours l'envie et puis toujours plein de choses à apprendre, évidemment, on apprend constamment et ça, voilà, donc, je suis contente d'être au sein des jeunes PLR, parce que c'est vraiment un bon signal. Puis on a une jeunesse de parti qui est très forte, donc de bonnes relations avec le PLR Vaud, donc voilà, c'est très bien. C'est vrai que si à 22 ans on n'a plus envie, on n'a plus la motivation, ça va être compliqué Non, pour la suite. Donc là, c'est clair que c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme première question, là, je pense que différents spectateurs et moi-même en tant que journaliste, je me pose la question. Comment est-ce qu'on arrive à jongler entre les études, une vie de jeune quand même, avec des activités, des amis, voilà, des sorties,
et tout cet engagement politique, donc présidente de GPRVO, conseil communal, maintenant candidate pour les fédérales. Mhm. Comment est-ce qu'on arrive à jongler? Est-ce que vous avez encore du temps pour s'occuper de tout faire, quoi? Donc c'est la passion qui nous anime et quand on est passionné, on ne compte pas ses heures et puis on le fait avec le cœur et ça, c'est pas quelque chose qu'on dit dans le vent, c'est vraiment le cas, quoi. Quand on est passionné, on fait les choses à fond. Ben voilà, on est guidé par rapport à nos envies. Donc évidemment que ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de temps aussi de s'engager en politique. Euh, mais après, c'est aussi une question d'équilibre finalement. On met certaines priorités à certains moments, certaines périodes de vie, certaines périodes dans l'année. On sait que par exemple dans les conseils communaux au Grand Conseil, enfin, dans les législatives de manière générale, même dans les exécutifs, le mois de juin et puis le mois de décembre sont très chargés parce qu'il y a les comptes, il y a les comptes, il y a les budgets. Et en tant que commissaire aux finances à Lausanne, c'est vraiment des périodes très très intenses. Puis avant, il faut préparer parce qu'il faut aller faire les visites dans les dicastères. Enfin, voilà. Donc ça, on le sait un peu à l'avance et ça, c'est prévisible parce que on sait qu'il y a des périodes comme ça qui sont chargées. Les périodes aussi de campagne électorale. Voilà. Oui, c'est vrai, je vous posais la question parce que la campagne électorale, elle commence à peu près maintenant et puis surtout, elle va battre son plein durant le mois de septembre et le début du mois d'octobre, là où il y aura les votations, où les gens vont se déterminer et vont sortir leur carnet de vote. Et c'est à peu près combien de temps pour qu'on se rende compte, donc je compte pas le temps d'études comme ça, je pense vraiment au temps de travail à côté, vraiment l'engagement politique pour une jeune comme vous, c'est combien d'heures par semaine à peu près qu'on se rende compte, à la louche, hein, ça dépend des périodes, vous l'avez expliqué, mais qu'on se rende compte au niveau de l'engagement que c'est pas rien quoi. C'est très difficile à dire parce que ça dépend vraiment aussi de l'actualité. Il y a des semaines qui sont où je peux faire 100% politique sur l'actualité qu'il y a. Même à notre niveau des JLRV, on peut être confronté à voilà, des journées très intenses selon l'actualité qui tombe. Le Conseil communal de Lausanne, c'est tous les mardis soirs, parce qu'on a une semaine sur deux le Conseil communal en plénum et une semaine sur deux les séances de groupe. Oui. Donc on sait que tous les mardis soirs, c'est bloqué pour le Conseil communal de Lausanne. Et puis après, bon, bah voilà, on a des séances. Il y a des semaines où j'ai des séances tous les soirs, le matin aussi, tôt. Et ça, c'est aussi c'est quelque chose auquel on se rend pas forcément compte qu'il y a beaucoup de gens au sein des partis qui ont beaucoup de séances tout le temps. Donc c'est vraiment, Ils il ne y comptent pas a leurs une heures. vie, ouais, déjà. Et puis il y a une vie vraiment très active au sein des partis, avec les différentes rencontres aussi avec les partenaires. Ça fait vite beaucoup de séances pour beaucoup de monde au sein des partis. Et ça, on ne se rend peut-être pas forcément compte quand on parle de politique. On a l'impression que c'est un petit groupe de personnes, la direction du parti ou les conseillers d'État qui sont vraiment voilà, tout le temps en train de travailler. Il y a aussi toute la base qui travaille constamment et ça fait beaucoup d'engagement. Il y a les récoltes de signatures, il y a le travail en commission, il y a les réunions de parti, et, Oui, il y a- c'est très et le temps pour répondre aux questions à la con des journalistes qui vous sollicitent un dimanche matin. C'est aussi une option. Donc, non, merci de nous accorder voilà, une heure d'interview. Dernière question par rapport à cette première partie de présentation et de mise. On a bien compris votre parcours. Les gens aimeraient poser la question, mais qu'est-ce qui vous a poussé? Qu'est-ce qui est la grande idée, la grande force qui, derrière cette motivation et qui vous a poussé à vous lancer en politique si jeune, avec un choix déterminé? On peut être d'accord avec vous, ne pas être d'accord avec vous, mais au moins on peut reconnaître la détermination du choix. J'imagine que très jeune, vous êtes déjà intéressé à la politique et que vous vouliez en faire, quoi. Oui, moi j'ai toujours été intéressée par la chose publique, par l'actualité, par la politique. J'ai aussi baigné dans un milieu où on parlait beaucoup de politique à la maison, ce qui m'a donné envie de m'engager. Et puis mes proches diront que c'est pas très étonnant que je m'engage en politique et c'est pas très étonnant que je m'engage au PLR. J'ai toujours Pourquoi le choix du PLR? adhéré à ces valeurs de liberté, de responsabilité, des valeurs de centre-droite qui me sont chères. Et voilà, j'ai toujours voulu m'engager en politique d'une quelconque façon. Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de passer le cap de l'inscription au parti. C'est l'étape, à mon avis, qui est une des plus compliquées, de se dire, bon, ok, c'est bon, je me lance, je m'inscris à un parti. Et puis après, une fois qu'on a fait ça, le plus dur est passé, mais il faut encore aller aux premières rencontres, aux premières assemblées, rencontrer les premières personnes au sein du parti, et ça c'est aussi un peu compliqué quand on connaît personne. Mais une fois qu'on a fait ça, les premiers pas,
ça va tout de suite mieux, et puis on est lancé, et puis la machine démarre, et après, on se rend compte qu'on a fait le bon choix, en particulier au PLR. Comme on dit, c'est toujours le premier pas dans n'importe quelle activité. Voilà, à côté de. C'est toujours le premier pas qui est le plus difficile, quoi. Quand on se lance dans une activité sportive, culturelle ou publique ou politique, c'est toujours le premier pas qui est le plus difficile parce qu'on ne sait pas, c'est un peu un saut dans l'inconnu, quoi. Oui, oui, mais donc l'inscription vraiment à un parti, c'est l'affiliation, ça peut paraître vraiment tout bête, c'est un clic sur Internet, on remplit nos données personnelles, C'est une marque. nom, prénom, on clique et puis c'est bon, c'est parti. Et en fait, c'est vraiment assez compliqué parce que on est vraiment assigné après en parti. Oui. On... C'est comme une marque indélébile sur votre peau, c'est comme un tatouage, Ah quelque oui, part. non, c'est clair. Tatouage d'image publique, quelque Mhm. part. Bon, en tout cas, vous l'assumez plutôt bien. C'est une bonne question parce que quand on parlait justement du PLR, des idées, des valeurs que vous allez pouvoir dans cette deuxième partie, maintenant qu'on a fini de première partie, vous allez pouvoir les défendre. Vous allez pouvoir les défendre parce que, comme toutes les candidates qui participent à cette émission, on vous a demandé de choisir un ou plusieurs thèmes que vous voulez mettre au centre de cette campagne. On aura l'occasion, vous avez parlé, je fais une petite digression, vous avez parlé de votre initiative sur le pouvoir d'achat. On reparlera justement du pouvoir d'achat dans une troisième partie, c'est partie des grands thèmes qui ont été Mhm. proposés ou par les différents électeurs ou citoyens du canton de Vaud, parmi les différents sondages et discussions que j'ai pu avoir. Ils m'ont dit quels sont les grands pas. Donc on aura l'occasion, je vous poserai cette question sur le pouvoir d'achat. Mais en dehors de ça, quels sont pour vous, quel est le thème ou la thématique, l'objet politique que vous souhaitez mettre au centre de cette campagne 2023 des fédérales, donc qui concerne à la fois les citoyens vaudois, mais également l'ensemble de notre pays quelque part, parce que vous concourez pour être représentante fédérale dans un parti important, le PLR, qui est un parti quand même historique de la Suisse, qui est un des partis, si ce n'est le parti le plus important du canton de Vaud. Donc c'est quand même représenter une liste majeure quand même du canton. C'est pas pour diminuer, mais c'est important. Donc quelles sont les thématiques que vous voudriez mettre en essayant d'aller relativement dans les détails, hein, parce que les grandes idées on connaît, mais en allant dans les détails. De quoi vous aimeriez nous parler, défendre? Moi, j'ai vraiment trois axes durant cette campagne. Donc, premièrement, le pouvoir d'achat, on aura l'occasion d'y revenir. Oui. Le pouvoir d'achat de la classe moyenne en particulier. Je vous le promets. Le congé parental aussi. Je pense que c'est vraiment primordial de mettre en place un congé parental. On a actuellement un congé maternité de 14 semaines, un congé paternité de 2 semaines. Ça fait 16 semaines au total dont peuvent bénéficier les parents. Et moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est d'instaurer un congé parental de 16 semaines, donc qui correspond exactement à la durée actuelle, au système qui prévoit actuellement, ce qui n'implique pas de financement supplémentaire. Et ça, c'est vraiment un point très important. Parce que l'idée de congé parental séduit beaucoup de monde, c'est plus de liberté, ça permet une meilleure conciliation vie professionnelle, vie privée. Et vraiment, ce n'est pas à l'État de décider quel parent doit prendre combien de semaines de vacances, de congés, parce que ce ne sont évidemment pas des vacances. Ah non, c'est un travail, je peux vous dire. Oui, oui, non, mais, j'ai ma langue à fourcher, mais c'est évidemment pas des vacances. Par contre, la durée du congé parental dépend évidemment de son financement. Et ça passe par des cotisations sociales qui sont payées par les employés, les employeurs. Et si on augmente la durée du congé parental par rapport au système qui prévoit actuellement, eh bien on va devoir augmenter le financement et ça va se répercuter sur les travailleurs, sur la classe moyenne. Et ça, c'est pas envisageable. Le système actuel est déjà assez généreux. La seule petite nuance, c'est que les personnes les mères qui accouchent doivent prendre 8 semaines. On a une obligation, on a conclu des conventions internationales avec 6 semaines, puis la loi fédérale va un peu plus loin avec 8 semaines. 2 mois de récupération normale par rapport à l'effort physique, l'intervention sur... C'est vraiment en lien avec l'accouchement même et les implications médicales que ça a. Donc ça, on ne compte pas y changer. C'est aussi un acquis auquel les femmes ont droit. Ok, 8 semaines, on ne touche pas. Et les autres 8 semaines, qu'est-ce qu'on fait? C'est à répartir librement entre les deux parents. Ça, c'est vraiment le principe même de liberté et chacun fait comme il l'entend, chacun mène sa vie comme il l'entend. C'est vraiment une des valeurs qu'on défend au PLR et il faut mettre ça en œuvre assez rapidement en Suisse. Donc voilà, ça c'est vraiment un thème qui est important pour moi. Aussi, une égalité par rapport aux parents de même sexe et par rapport
aux parents adoptifs et biologiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de distinction entre des parents qui ont adopté un enfant ou des parents qui sont les parents biologiques d'un enfant. Les deux ont droit à un congé parental parce qu'ils sont parents. Et ça, c'est quelque chose voilà, que je trouve très important. Donc ça, c'est un des thèmes aussi. Eh, mais on repartira en deuxième thème plus tard, mais c'est intéressant ce côté congé parental et réparti, parce que c'est plutôt en général des propositions, vous me dire si je me trompe, mais en général, c'est plutôt des propositions qui viennent de camps centristes ou plutôt de gauche. Notamment sur ce côté égalité entre justement les différentes minorités, les parents biologiques, les parents non biologiques. Moi, je ne fais que poser les questions. On dit, mais qu'est-ce qui a fait que le PLR-Vaux, qui est quand même représentant d'un centre droit, alors on l'a bien compris au niveau des finances publiques, hein, ça c'est bon, ça c'est checké, ça c'est bon, mais qu'est-ce qui fait que c'est une idée qui est par le parti de manière générale, ou est-ce que c'est une idée, on va dire, qui est plutôt une volonté personnelle de mettre cette question sur la table? Comment est-ce qu'on est? Est-ce que tous les gens du PLR sont d'accord avec votre vision sur cet objet? C'est un peu des deux. Alors premièrement, je ne suis pas certaine que ce soit vraiment un thème de la gauche. Les valeurs de liberté sont vraiment nos valeurs à nous, au PLR. C'est Donc voilà, c'est vraiment l'idée de congé parental. Il y a beaucoup de partis qui sont en accord avec cette idée. Ce qui diverge entre la gauche et la droite, c'est surtout la durée, le financement, la mise en œuvre, la répartition aussi interne des semaines. Et après... On a entendu 24 semaines hein, dans ces ça va interviews. très très loin. On en a entendu 24 Ouais. semaines, donc c'est 2 mois supplémentaires, hein, passer de 16 à 24, un peu moins de 2 mois supplémentaires. Pour vous, donc c'est hors de question de dire, c'est la même idée, hein, donc cette idée du congé parental réparti 24 semaines, sauf que vous dites, on est d'accord pour le congé parental, simplement on reste à 16 semaines, on ne va pas à 24. Oui, et puis dans cette idée de 24, il y avait aussi de ne pas toucher aux 14 semaines octroyées à la femme, pas toucher À la aux maman, 2 ouais. semaines, pas toucher aux 2 semaines qui sont actuellement pour le papa. C'est juste donc allonger encore plus le congé actuel. C'est un mix pas possible entre, à l'intérieur, il y a une partie de congé maternité, une partie de congé paternité, une partie de congé parental. Avec le financement aussi qui est hyper important parce que je le répète, la durée dépend vraiment du financement et on peut pas on peut poser un nombre de semaines comme ça sans trop y réfléchir, mais au bout d'un moment il faut être un peu sérieux et parler surtout de financement parce que c'est contre-productif si on augmente à 24 semaines et puis qu'après de toute façon c'est aux parents de payer parce qu'ils vont retourner travailler et ils vont devoir payer plus de cotisations sociales. Donc ce serait vraiment contre-productif. Après, sur votre question par rapport au parti et par rapport à cette idée que je défends, le PLR suisse a mis en avant cette proposition. Ça fait partie d'une des propositions de la politique familiale du PLR suisse. Les jeunes PLR aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi au sein du parti, peut-être. Je le répète, le parti de la liberté d'opinion au sein même de notre parti est très importante. On n'est pas tous, on ne suit pas d'une seule voix certaines positions du parti. On a le droit de dire quand on n'est pas d'accord publiquement. Donc voilà, peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, moi je suis vraiment convaincue de cette idée et elle me tient vraiment beaucoup à cœur. Ça, on l'imagine, et c'est intéressant, vous êtes la deuxième candidate à mettre ce sujet sur la table, donc nul doute qu'on devrait en reparler dans les prochaines semaines, en tout cas pour les gens qui visionnent cet entretien, c'est certainement un objet qui est sur le débat public. Il y avait une autre thématique que vous souhaitiez mettre en avant encore, en plus de ce congé parental, laquelle est-ce? C'est le nucléaire. Je suis Une nouveauté, ça fait plaisir. On n'avait pas encore parlé de nucléaire. Allez-y. Je suis la représentante vaudoise dans le comité d'initiative Stop au Blackout, donc qui est une initiative populaire fédérale pour autoriser toute production d'énergie respectueuse du climat, respectueuse de l'environnement. Le nucléaire est respectueux de l'environnement, donc ça rentre dans cette initiative-là. Ce qui est important, c'est de dire qu'il ne faut pas fermer la porte à de nouvelles technologies. On n'est pas en train de dire qu'il faut construire des centrales nucléaires demain. On est en train de dire qu'il ne faut pas fermer la porte à de nouvelles technologies. Et puis, c'est notre solution, le nucléaire, pour répondre à nos objectifs climatiques.
On a des objectifs climatiques qui sont forts, qui sont ambitieux, qui sont nécessaires, mais si on ne met pas un coup d'accélérateur dans la production d'énergie, on n'arrivera tout simplement pas à répondre à ces objectifs-là. Donc il faut faire un mix entre les énergies renouvelables, qu'il faut améliorer, il faut aller de l'avant avec les énergies renouvelables, mais il ne faut pas opposer, enfin l'idée c'est vraiment pas d'opposer nucléaire avec énergie renouvelable, mais il faut aussi peut-être ouvrir un peu son esprit sur le nucléaire, voir quelles sont les possibilités autour de ces nouvelles technologies auxquelles on peut faire confiance. Et puis c'est vraiment le but de répondre à nos objectifs climatiques, de sortir des énergies fossiles. Alors, c'est tant bien que vous mettiez cette question sur la table, parce que le nucléaire, c'est une question qui fait débat. On rappelle qu'il y a une dizaine d'années, il y avait eu une initiative justement sur la rénovation de la loi, la réforme sur la loi de l'énergie, justement, où il avait été interdit toutes les nouvelles constructions de nucléaire. Est-ce que vous aviez est-ce que vous étiez encore un peu jeune, est-ce que vous êtes penché un peu sur les différents bouts de cette initiative à l'époque, justement, à l'époque où la Suisse, entre guillemets, a renoncé à investir, on va dire, dans le nucléaire et à simplement prolonger les centrales existantes? Est-ce que vous aviez un peu pu étudier les différents détails qu'il y avait eu dans cette loi et ce projet à l'époque qui avait fait grand bruit dans la presse suisse et dans la presse romande? Effectivement, j'étais trop jeune quand la population On peut pas vous le reprocher, ça c'est clair. s'est prononcée là-dessus. Donc la population a voté, on a mis en œuvre cette volonté populaire, le choix démocratique. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça a été voté dans un contexte très incertain, très émotionnel aussi. Fukushima. On sortait vraiment de crise en lien avec le nucléaire. Là, la situation a changé. On n'est plus dans ce contexte émotionnel. Il faut prendre le temps d'expliquer aux gens ce qui se passe maintenant avec le nucléaire. Il y a beaucoup de pays qui ouvrent la porte à nouveau au nucléaire. Donc c'est vraiment, disons qu'il faut être rationnel, pas émotionnel. C'est évidemment très facile à dire, mais il faut, disons, essayer d'avoir une réflexion globale sur la production d'énergie. Les autres pays le font, pourquoi nous on ne pourrait pas le faire? Faire confiance aux nouvelles technologies. C'est vraiment tout un processus qu'il faut avoir, une discussion aussi avec la population, évidemment. Le but n'est pas de dire vous avez voté il y a plusieurs années, on va venir à l'encontre, non, parce que évidemment qu'en déposant une initiative populaire, la population va voter. Ça, c'est aussi important pour nous d'avoir un choix démocratique. Hein, c'est très très important. Et la population a l'air assez encline à ouvrir à nouveau la voie du nucléaire, en particulier les jeunes. C'était très intéressant. Il y a eu un sondage qui a été publié où les jeunes étaient favorables en majorité au nucléaire. Donc voilà, c'est aussi intéressant. On voit peut-être qu'il y a aussi un changement de génération. Ça concerne beaucoup les jeunes parce que c'est notre avenir sur le long terme. Je me dis que les jeunes sont très investis sur des thématiques qui concernent notre avenir sur le long terme. Les retraites, l'approvisionnement énergétique. Donc voilà, le nucléaire, c'est une thématique qui intéresse aussi beaucoup les jeunes. Quels sont pour vous les arguments? Parce que je ne vais pas me faire l'avocat d'une opinion ou d'une autre, hein, c'est simplement de vous lancer là-dessus. Quels sont pour vous les arguments les plus forts en faveur de la défense du nucléaire? Au-delà de le fait qu'il faut produire de l'énergie et puis qu'il y a une crise de l'énergie actuelle. Voilà. En sortant de ce contexte-là, quels sont pour vous les arguments qui font que la Suisse devrait se réintéresser massivement à l'investissement, la recherche et la production d'énergie nucléaire? Parce que vous avez dit déjà, c'est un argument très fort, la production d'énergie. C'est un argument auquel, mais pourquoi le nucléaire? Parce qu'on peut produire de l'énergie avec d'autres sources d'énergie, enfin d'autres moyens. Donc pourquoi spécifiquement le nucléaire? Alors la production d'énergie déjà, c'est très important et répondre à nos objectifs climatiques qui sont ambitieux. Là actuellement, on a un trop grand déficit de production d'énergie. Il faut évidemment... En hiver surtout. Oui, mais il faut évidemment... vraiment améliorer l'efficacité des énergies renouvelables, faciliter les procédures, aller plus rapidement, produire massivement, mais aussi avec le nucléaire, ça nous permet d'avoir un mix énergétique qui nous permet d'avoir vraiment une complémentarité et d'avoir un approvisionnement énergétique sûr. Et ça vraiment c'est important et répondre à nos objectifs
qu'on partage. Mais il faut évidemment trouver des solutions pour pouvoir aller de l'avant et réfléchir vraiment long terme. Ça, c'est très important, global et long terme. Oui, il faut rappeler que la votation, c'était il y a pile 10 ans, c'était en 2013, la dernière votation. Donc en 10 ans, les choses ont changé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, arguments que vous voudriez mettre en avant sur l'énergie nucléaire? Pourquoi est-ce que le nucléaire serait une solution particulière pour la Suisse? Vous dites, mais on peut très bien ouvrir des centrales avec du gaz naturel et pour compenser quand il n'y a pas de soleil ou qu'il n'y a pas de vent, hein, pour le solaire ou l'éolien. D'autres certains vous diront, mais on a déjà les barrages, mais c'est déjà 95% du potentiel hydroélectrique est déjà construit en Suisse, donc il reste une petite marge, mais elle n'est pas non plus énorme. Comment est-ce que vous défendriez quelqu'un vous dit, mais non, mais le nucléaire c'est dangereux, on n'en veut pas, on peut très bien s'en sortir avec les renouvelables. Comment est-ce que vous défendriez cet argument du nucléaire? Le nucléaire, c'est une production d'énergie peu coûteuse et en grande quantité de manière continue. Je pense que là, ça répond déjà à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en gros, on lance la centrale, elle produit, et puis en fait, il faut juste la maintenir, mais en voilà. gros, elle produit une telle quantité, c'est un ruban. Exact. Donc ça nous permet d'avoir un socle vraiment sécurisé de production d'énergie. Ce qu'on n'a pas avec le solaire, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique, parce que voilà, c'est intermittent, on dépend des éléments naturels. Comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas de vent, les éoliennes vont produire évidemment beaucoup moins d'énergie. Pareil avec le soleil, avec l'eau. Donc, mais vraiment, je pense que c'est important de dire qu'on n'est pas en train d'opposer ces modes de production d'énergie. Mais il faut quand même avoir en tête cette nuance-là par rapport au nucléaire. L'avantage, c'est vraiment une production en grosse quantité et de manière continue, ce qui n'est pas l'avantage des énergies renouvelables. Petite question, est-ce que vous êtes intéressé? Je sais que c'est pas forcément votre domaine de spécialité, mais puisque vous parlez de ce sujet et que vous le défendez comme cela, est-ce que vous êtes intéressé un peu aux nouvelles technologies autour du nucléaire? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, ou alors pas du tout, simplement c'est vraiment sur l'idée du nucléaire? Alors c'est surtout déjà sur l'idée du nucléaire, parce que là on dit vraiment qu'il faut laisser la porte ouverte aux nouvelles technologies, donc peut-être qu'il y en aura d'autres qui vont arriver. Nucléaire de quatrième génération, sel fondu, thorium, je parle même pas de la fusion. Voilà, peut-être qu'il y a des éléments auxquels qui ne sont pas encore mis sur la table, qui vont arriver plus tard. C'est un peu tout cet aspect d'innovation qui est important. Donc c'est surtout là, dans cette lignée-là, de dire on fait confiance aux nouvelles technologies si on peut leur faire confiance et on va de l'avant avec ça. C'est vraiment très important aussi sur la gestion des déchets, sur la production, sur les centrales en elles-mêmes. Il y a vraiment beaucoup d'aspects différents. Évidemment qu'il faut écouter les experts dans ce domaine-là. Finalement, on fait de la politique de milice, hein, donc on n'est pas, nous, des experts des sujets. Bien sûr, je ne vous demande pas d'être un expert en ingénieur nucléaire. Des idées. Donc, l'idée vraiment, c'est la population va se prononcer sur le principe même, et ensuite il y aura des experts qui vont nous dire tout simplement plutôt cette technologie, celle-ci, voilà, on peut aller dans cette lignée-là ou pas. Le modèle finlandais est assez prometteur. En France aussi, ils relancent le nucléaire. Enfin, vraiment, on voit dans l'Europe où il y a vraiment un élan à ce niveau-là, donc on peut s'inspirer de ces modèles-là. Dernière question, puisque vous êtes dans des commissions de finances et que c'est des questions de finances publiques, le pouvoir d'achat, les impôts, le pouvoir d'achat des consommateurs. On est d'accord que si on veut relancer cette filière-là, ça va demander aussi de l'investissement et des finances publiques en termes de recherche et développement. Est-ce que vous pensez que vous seriez prêt si vous étiez dans une commission politique, on ne demande pas d'être experte, comme vous l'avez très bien dit, si vous êtes dans une commission politique qui attribue des financements, est-ce que pour vous ce serait un domaine principal où il faudrait augmenter justement la recherche et développement là-dessus, ou justement partir avec de l'existant et simplement faire, ou qui est assez, on va dire, précise et attentive à ces questions de finances publiques? C'est une question de volonté et de priorité. Parce que, à quel niveau vous mettez la priorité? C'est un peu ça la question sous-jacente. Évidemment qu'il faut investir massivement dans la production d'énergie, dans les énergies renouvelables, dans le nucléaire le cas échéant. C'est vraiment un financement massif qui doit être mis en œuvre. Évidemment qu'il faut des finances stables. Évidemment, le frein d'endettement, c'est important. Pas dépenser plus que ce que l'on a. C'est un principe de base qui paraît tellement évident. Et pourtant, moi, vraiment, je suis hallucinée des fois quand la gauche n'arrive pas à avoir ce principe-là en tête. C'est comme le budget d'un ménage. Une famille ne va pas dépenser ce qu'elle n'a pas dans son porte-monnaie.
Pour l'État, ça doit être exactement la même chose pour les générations futures, de laisser des finances dans un bon état. Donc, peut-être qu'effectivement, il va falloir trouver un équilibre. C'est que ça, les finances. Trouver un équilibre, mettre des priorités. Et ça, mais effectivement, tout le domaine de l'énergie, c'est un domaine dans lequel on doit investir. Mine de rien, l'entretien avance, donc vous avez pu développer vos thèmes et votre vision, en tout cas, des priorités pour la Suisse au XXIe siècle. Donc les questions de démographie, les questions de pouvoir d'achat, les questions d'approvisionnement énergétique. C'est marrant parce que c'est beaucoup de questions de long terme et c'est pas étonnant de la part de quelqu'un qui est, on va dire, qui a une vision, on va dire, sur le long terme parce que vous représentez votre camp politique, mais vous représentez aussi des jeunes hommes et des jeunes femmes sur le long terme. En tout cas, vous êtes engagé pour aussi votre génération, donc c'est pas étonnant de retrouver ça. Et on y reviendra dans les questions suivantes. Toute autre chose. Et là, on va s'intéresser à la politicienne lausannoise, puisqu'on va parler des grands thèmes qui ont été demandés par les différents auditeurs et les différents citoyens de la région vaudoise que j'ai pu interroger à travers mes sondages. Un des premiers gros sujets d'inquiétude, ou en tout cas, ils demandent une réponse publique et politique sur cette question-là, c'est la question de la mobilité. Je ne vais pas vous expliquer en tant que Lausannoise qu'il y a eu pas mal de couacs ces derniers mois, ces dernières années au niveau de la mobilité à Lausanne. Alors au choix, je vous lance sur une des thématiques. La gare de Lausanne, avec ses retards, ses paiements, ses scandales, c'est une mécompréhension. Si vous pouvez consulter l'excellent temps présent qui a été de la RTS qui a été fait sur cette question-là, où il y a une mécompréhension totale entre la CFF et les commissions fédérales. Vous concourez à une élection fédérale, donc il est possible qu'un jour vous vous retrouviez à devoir travailler dans ce type de commission et à devoir prendre parti et voter. Mais également on a beaucoup reçu sur les 30 km/h entre 22h et 6h du matin, cette population disant mais que certains sont pour, d'autres sont contre, la multiplication des vélos électriques avec les risques d'incident qui peut aller, l'approvisionnement. Comment est-ce que vous géreriez, la question est assez compliquée, mais je pense qu'en tant que politicien lausannoise, vous êtes assez au courant des dossiers. Comment est-ce que vous géreriez les différents problèmes de mobilité et de répartition modale du transport dans la ville de Lausanne pour les Vaudois? Parce que c'est la ville principale économiquement, en tout cas au niveau de la circulation, au niveau des nombres de gens qui vont et viennent la journée pour les Vaudois, les différents électeurs et électrices vaudois et vaudoises. La clé, c'est une mobilité multimodale. Ça, c'est vraiment la clé pour avoir une solution sur la mobilité à Lausanne, dans le canton, dans le pays. C'est vrai que c'est une question qui suscite beaucoup d'intérêt de la part de la population. Ça concerne le quotidien des gens, tout le temps. Et puis ça peut prendre beaucoup de place dans une journée, beaucoup de place dans un quotidien. C'est dans les embouteillages. Si on doit attendre une demi-heure sur un quai de gare parce que notre train a été annulé, si d'un coup les horaires changent et puis qu'on doit tout réaménager notre horaire au travail parce que, puis attendez, parce qu'après il y a encore la garderie où il faut aller chercher les enfants, puis ça c'est aussi un autre problème, hein, les places en crèche. Donc, et en fait il y a plein vraiment de petits aspects au quotidien dans la vie des gens qui concernent la mobilité. Quand la gare prend 15 ans de retard. Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects. Ça peut être la gare de Lausanne, c'est le 30 km/h, c'est les embouteillages, c'est vraiment tous ces aspects-là qui sont problématiques. On voit vraiment du coup qu'il y a plusieurs petits problèmes, de gros problèmes. Comment est-ce qu'on règle le problème dans cet aspect de mobilité. Sur le constat, on est tout à fait d'accord. Et j'ai posé la question à toutes les candidates. Comment est-ce qu'on règle le problème? Le 30 km/h à Lausanne, donc il a été instauré de 22h à 6h du matin. Ça ne fait de loin pas l'unanimité parce que voilà, pour les personnes qui travaillent de nuit déjà, en particulier sur la route, c'est très compliqué. Et puis, voilà, du coup, les gens ne veulent plus traverser la ville de Lausanne. Ils regardent sur leur montre, est-ce que c'est 22h? Ah non, c'est bon, ok, je me dépêche, je vais vite à Lausanne. Ou c'est 22h30, ok, c'est bon, non, on ne passe plus par Lausanne. C'est tellement ça. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Et le plus inquiétant, c'est que la municipalité voulait vraiment, c'est dans son plan directeur communal, veut vraiment généraliser le 30 km/h. De jour comme de nuit. Mais ça, c'est vraiment inquiétant pour Lausanne, parce que les gens ne vont plus vouloir venir à Lausanne, parce qu'ils vont pas, c'est pas en imposant le 30 km/h que les gens vont dire « Ah bon, c'est bon, je prends plus ma voiture, je vais venir en transport public ».
les gens vont continuer à prendre leur voiture, mais ils vont tout simplement plus passer par Lausanne. Donc, ce qui va en pâtir, c'est nos commerces, c'est toute la ville va être impactée par ça. Et puis, il y a des gens surtout qui ont besoin de la voiture, qui ne peuvent pas faire autrement. Il y a des gens qui travaillent avec la voiture. C'est vraiment on met de côté vraiment ces aspects-là en pensant qu'on va bannir la voiture sans trop réfléchir aux implications auprès de la population. Et ça, c'est vraiment inquiétant sur la manière dont la municipalité à Lausanne gère cette problématique-là. Toutefois dire quand même que la municipalité de Lausanne et le PLR de Lausanne, notamment avec d'autres partenaires, ont conclu un accord qui tient jusqu'à la fin de la législature. Certains axes... C'est quand à peu près? 2026. D'accord. Certains axes, donc à la fin de la législature, oui, c'est 2026. Pour les éditeurs qui nous écoutent. Oui, bien sûr, c'est 2021-2026, cette législature-là. Donc l'accord, c'est que certains axes resteront à 50 km/h. Des grands axes qui ont été définis ne baisseront pas à 30 km/h. Et ça, on a vraiment ressenti un soulagement auprès de la population. Vraiment les grands axes. Parce qu'évidemment que les petites routes et les petits chemins dans les quartiers résidentiels, disons qu'il n'y a pas d'opposition massive par rapport aux travailleurs, par rapport aux utilisateurs de la voiture. Et puis la plupart sont déjà à 30 de toute façon. Oui, tout à fait. Donc vraiment, le plus important, c'est les grands axes. Les grands axes au sein de la ville, et puis pour sortir et rentrer en ville de Lausanne, ça c'est vraiment un aspect qui est très important, c'est de les maintenir à 50 km/h. Et puis on l'a ressenti quand même beaucoup de soulagement des citoyens. Moi j'ai une question pour les personnes comme moi. Alors pour le coup je vais un peu poser une question pour ma paroisse. Moi je viens travailler à Lausanne 4 ou 5 jours par semaine en fonction de mes différents engagements en transport public. Je suis le premier consterné par la façon dont les politiques publiques ont été gérées et c'est assez intéressant, j'aimerais que vous réagissiez là-dessus, que quand même de l'extrême droite à l'extrême gauche vaudoise, tout parti confondu, tous ont réagi en disant c'est pas normal ce qu'a fait la Confédération au niveau de la gestion de ce dossier, justement, des financements, du retard des travaux, des différents problèmes d'autorisation, de l'argent des... Donc pour la gare de Lausanne. Pour la gare de Lausanne. Est-ce que vous êtes d'accord avec vos collègues, hommes et surtout femmes dans cette série, femmes fédérales? Est-ce que vous êtes d'accord aussi pour dire la Confédération et les CFF n'ont pas du tout bien géré ce dossier et que pour les citoyens vaudois qui sont directement impactés par ça, c'est absolument inacceptable. Oui, bien sûr, et puis il faut des réponses claires et précises à donner à la population. Comment vous allez défendre la population alors là-dessus? La gare de Lausanne a un rôle extrêmement important à jouer dans le trafic ferroviaire du pays. Ah, je vous confirme. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui passent, c'est un grand axe. Donner des réponses aussi parce que les travaux sont ralentis. Donner des réponses sur la relation qu'il y avait entre les différents acteurs. On navigue à vue, enfin on a l'impression qu'il navigue à vue, d'être dans le flou total. Et la première chose, c'est déjà donner des réponses claires à la population. Comment vous allez défendre la population vaudoise sur ça? Imaginons que vous soyez sur cette législature ou une prochaine, parce que là c'est un chantier qui va durer encore 20 ans, au moins. Donc on peut imaginer que dans votre vie publique et politique, si vous continuez à être engagé, vous allez être confronté à ce dossier-là. Comment est-ce que vous allez défendre votre population que vous représentez, qui vote pour vous et qui délègue un certain nombre de responsabilités? Qu'est-ce que vous défendrez en tant qu'élu, que ce soit à Lausanne, mais surtout dans cette campagne pour la Confédération, si vous êtes élu fédéral? Il faut déjà obtenir des réponses, donc poser des questions très précises sur des points. C'est aussi le rôle des parlementaires de poser des questions précises. Et puis après, il y a différentes revendications liées par exemple aux horaires CFF. Qui aussi, là, on a vu vraiment un élan de la population face à ces annonces de changement d'horaire. Après, il y a plusieurs éléments. Il y a les éléments de... tous les bus autour de la gare, parce que ce chantier du coup prend de la place, les bus ne peuvent plus traverser, ils doivent faire un détour, ils doivent s'arrêter, les arrêts de bus ont été déplacés, donc ça il faut absolument rétablir une situation viable pour les transports publics lausannois, et puis pour les citoyens, la population qui prend ces bus. Il y a aussi les métros. Est-ce que ça va prendre du retard sur la construction du M3? Il faut aussi prolonger le M2 Ocha-Etagobet.
Ça, c'est une revendication que l'on a portée dans le cadre du plan directeur communal de la ville de Lausanne. Actuellement, ça va d'Ouchy aux Croisettes, donc à Épalinges, mais ça ne monte pas jusqu'au haut de Lausanne. Hauts de Lausanne qui sont encore plus loin qu'Épalinges. Oui, là où il y a les échelles et tout ça. Exactement. Donc il faut monter ce M2. Ouais, c'est vraiment essentiel. Il y aura de plus en plus d'étudiants à l'EHL, de plus en plus de personnes qui vont monter, et puis il y a des habitants. Il y a des habitants dans les zones foraines qui sont trop souvent oubliés de la municipalité de Lausanne, de la politique que mène la ville de Lausanne. Donc il ne faut pas mettre les zones foraines de côté. Ça représente une partie de la population. Ces gens-là payent des impôts aussi. Donc, ils participent activement à la politique menée aux finances publiques. Et donc, il faut vraiment prolonger ce M2 dans les Hauts-de-Lausanne jusqu'au Chalet-Gomet, avec évidemment en passant éventuellement par certains autres arrêts. Mais en tout cas, le prolonger jusqu'au Chalet-Gomet, ça c'est essentiel. Et puis aussi voir ce que deviendra le métro M3. Et aussi la question du tram. Donc là, actuellement, l'idéal serait vraiment poser des questions très claires, avoir des réponses très claires. Et avec ces réponses-là, on va pouvoir déjà aller de l'avant avec la gare. Et puis après, c'est tout autour, dans le canton de Vaud, développer les transports publics, investir massivement, construire, et puis permettre vraiment d'avoir une complémentarité parmi tous ces modes de transport. On va enchaîner avec une deuxième thématique qui intéresse beaucoup les gens, c'est justement la question du pouvoir d'achat, des finances publiques, de comment est-ce que c'est réparti au sein de la population. Des gens disent mais vous aviez signé un texte il y a un peu plus d'un an dans le BIA ID News sur les mesures pour contrer l'inflation chez les jeunes, donc on va directement parler de ça, ces questions d'inflation, de pouvoir d'achat. Mais afin de faire la transition, j'entends votre programme, votre volonté, il faut investir là, il faut investir là, il faut investir là, il faut investir là. Et d'un autre côté, vous dites qu'il faut avoir des finances publiques saines et pas dépenser plus que ce qu'on a. Donc question, si on investit dans beaucoup de domaines, et qui sont tout à fait nécessaires, hein, l'argument s'entend tout à fait, l'énergie, voilà, le transport, la mobilité, où est-ce qu'on enlève pour équilibrer le budget? Parce que c'est un choix politique, hein, c'est littéralement ça, c'est où est-ce qu'on met les finances publiques, où est-ce que l'argent commun, où est-ce que le bien commun se met une par rapport à d'autres. Donc question, où est-ce que s'il n'y a pas assez ou qu'il faudrait investir plus dans certains domaines, où est-ce qu'il y a de trop? C'est vraiment une question d'équilibre, comme vous l'avez dit, de priorité. L'investissement est important, ça ne signifie pas forcément qu'il faut rompre avec certaines prestations faites de l'État. Donc ça vraiment c'est donc on augmente le budget. On peut augmenter le budget, oui, si après il y a des rentrées d'argent. Enfin, c'est vraiment une question d'équilibre. Alors comment on fait? De trouver un peu où on va chercher et où on met surtout l'argent. Il y a des grands postes. Évidemment que personne n'a envie de couper certaines prestations, certains postes. C'est très compliqué. Ça, c'est des grandes discussions qui doivent être menées. Et puis aller trouver un petit peu par là, un petit peu par là. Mais là on peut encore réduire un tout petit peu. Et puis c'est pas, on arrête toutes les prestations sociales. C'est pas comme ça qu'on peut avoir des finances équilibrées, des finances saines et garantir aussi le rôle de l'État de fournir des prestations qui incombent à l'État. Donc c'est aller trouver un peu par-ci par-là, ça a l'air d'être un peu bancal, mais en réalité c'est comme ça que fonctionne un budget. C'est d'avoir des lignes, de prendre celle-ci, là, ici, là, et puis pas dire on arrête tout dans le domaine des prestations sociales. On arrête tout dans le domaine de l'investissement sur l'énergie. On arrête tout là. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Donc évidemment qu'il faudra couper un peu par-ci, par-là, un peu partout, un peu nulle part en même temps. C'est vraiment des discussions comme ça qui doivent être menées. C'est un jeu d'équilibriste d'avoir un budget d'une collectivité publique, ça c'est évident.
Mais du coup, je pose la question de manière un peu plus précise. S'il y a des domaines dans lesquels il y a un sous-investissement, et on peut être d'accord avec vous, il y a un sous-investissement chronique, et qu'on veut quand même, ce que certains électeurs, et je pense notamment les électeurs de votre camp, sont tout à fait d'accord, c'est-à-dire garder un budget équilibré et ne pas faire exploser les impôts ou les autres taxes, j'imagine en tout cas, connaissant un tout petit peu le PLRO, j'imagine que c'est pas dans le programme d'augmenter massivement les impôts et les taxes, de rajouter les taxes sur la population. Jusqu'à là, on est d'accord. Euh, dans quel secteur justement il y aurait certaines, selon vous, certaines coupes à faire? Je dis pas qu'il faut tout couper, comme vous l'expliquez, c'est pas comme ça qu'on gère et ça se passera jamais. Mais pour vous, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels il y aurait certaines économies à faire pour pouvoir les déplacer dans d'autres secteurs qui sont, selon vous, plus prioritaires? C'est-à-dire, en gros, faire de la politique. Mais c'est pas forcément sur un secteur en Je vous particulier demande pas qu'on un va secteur mettre particulier, je vous demande certains. notre cible ou certains secteurs. Je pense vraiment que c'est un peu partout où on peut trouver des économies à faire, des économies qui peuvent paraître, je veux dire, évidentes Vous pensez à et quoi? pas difficiles à mettre en place, ou alors des économies qui peuvent être plus compliquées. Là, Karine Keller-Souter a annoncé des mesures sur les rentes de veuf. Euh, il Pas y a super populaire non plus comme annonce, non, hein. non, ça c'est sûr. Il y a plusieurs aspects dans cette annonce. Certains aspects auxquels moi j'adhère bien volontiers, qui n'auront pas vraiment, qui permettront de faire beaucoup enfin, diminuer les dépenses et en même temps qui restent tolérables vis-à-vis de la population. C'est typiquement ce genre de solution qu'il faut trouver, c'est-à-dire un consensus, un équilibre. On réduit un peu, mais on ne coupe pas tout et on garde quand même un aspect de prestation. Ça, c'est vraiment le bon exemple pour montrer qu'on fait des économies, mais qu'on ne touche pas, on n'impacte pas trop, parce qu'évidemment, personne n'a envie de faire des économies. Évidemment que ça, c'est vraiment C'est quelque plus chose... facile de dépenser qu'économiser, ça on est d'accord. Oui, dépenser à condition d'avoir de l'argent, mais oui, mais c'est sûr, personne n'a envie de penser à faire des économies, personne n'a envie de penser où on va prendre cet argent-là, parce qu'évidemment, il va falloir l'enlever quelque part. Donc, c'est plusieurs aspects en particulier. Et après, Karine Keller-Souter est sur le dossier actuellement à s'y plonge parce que voilà, il faut faire des économies pour avoir des finances saines. Et par exemple, cette annonce de rente de veuf, évidemment, c'est encore en discussion, hein, ça a juste été annoncé, il faut Oui. encore voir les modalités très claires, comment ça va s'implémenter. C'est vraiment des aspects qui seront très importants et qu'il faudra évidemment suivre. Mais c'est un exemple typique de mesures pour réduire les dépenses. Et c'est sur la question du... Je vous laisse boire. Sur cette question du pouvoir d'achat, on a vu que l'inflation en Suisse, la Suisse est également touchée par cette vague d'inflation, alors moins que certains pays qui sont directement frappés par des taux d'inflation à deux chiffres assez monumentaux, mais il n'empêche qu'une partie de la population suisse a un budget dans un pays entre guillemets riche, développé, tout ce qu'on peut dire, hein. On n'est pas en train de se plaindre, on n'est pas en train de dire qu'on est moins bien loti que d'autres. Simplement, il y a un certain nombre de centaines de milliers de personnes et plusieurs milliers de personnes dans le canton de Vaud, du coup, voilà, voire dizaines de milliers de personnes dans le canton de Vaud, qui ont de plus en plus de peine à mettre de l'argent de côté ou finir les fins de mois avec des augmentations des assurances maladie, le coût de l'énergie, où vous avez parlé au moment du nucléaire, donc peut-être, voilà. Comment est-ce qu'on fait, ou des étudiants, les jeunes, les étudiants qui ont de plus en plus de peine sur le logement, et quelle piste de solution, ou quelle piste de mesure politiques et citoyennes on peut mettre en place pour limiter justement cet impact sur le budget des personnes et des familles les plus précarisées de notre pays et de notre canton en particulier? Le pouvoir d'achat, c'est un thème vraiment transversal qui touche beaucoup de domaines. Déjà, peut-être parler de la classe moyenne. La classe moyenne qui est cette classe sociale qui gagne trop pour bénéficier d'aides étatiques et qui gagne pas assez pour finir pour finir les mois sereinement. Cette classe moyenne-là est en souffrance très forte parce qu'elle paye des impôts, beaucoup d'impôts, Normal. pour beaucoup d'impôts quand même, voilà, pour alimenter les caisses de l'État et pour payer certaines prestations aux autres. Les personnes précarisées
Évidemment qu'il faut les aider. Évidemment qu'on a un système de cohésion sociale très fort en Suisse qui est important. On n'est pas en train de dire qu'il faut laisser quelqu'un sur le bord de la route. C'est pas du tout ça. Il faut juste avoir conscience quand même que les prestations qu'on peut fournir aux personnes précarisées, elles sont faites en grande partie grâce à la classe moyenne qui paye des impôts. Et maintenant, il faut aussi venir en aide à la classe moyenne. Donc on a un système déjà qui est efficace, qui est généreux pour aider ces personnes qui sont précarisées. La classe moyenne maintenant doit être une priorité. Les impôts, il faut baisser les impôts. La classe moyenne paye beaucoup trop d'impôts, que ce soit dans le canton de Vaud ou au niveau fédéral. Au niveau fédéral, il y a l'imposition individuelle, l'initiative des femmes PLR suisses qui a abouti. Ça, c'est un très bon signal. La population va devoir voter. Alors, parlez-nous de cette initiative. Qu'est-ce que c'est cette initiative des femmes PLR suisses? Qu'est-ce qu'il y a dedans? L'imposition individuelle, ça signifie que quand un couple est marié, il y a une déclaration d'impôt. Déclaration de l'impôt commun. Voilà, les revenus sont additionnés. Et étant donné qu'on a un système d'impôt progressif, c'est-à-dire que si on met ensemble deux revenus, on a un risque très élevé de passer au barème supérieur. De payer plus d'impôts que si on payait dans impôts juste le mari ou la femme ou le couple séparément. Voilà, parce qu'en mettant les deux revenus ensemble, avec le système d'impôt progressif, on a vraiment plus d'impôts qui vont être prélevés. Si on met deux déclarations d'impôts distinctes, eh bien c'est beaucoup plus juste pour les couples mariés. Donc c'est ça l'imposition individuelle, c'est que les deux partenaires du couple soient taxés, soient imposés individuellement, sans mettre ensemble les deux revenus. Ça, c'est bénéfique pour les couples, pour la classe moyenne. Et puis, surtout, ça paraît tellement injuste qu'une personne soit prétéritée fiscalement en raison de son statut à l'état civil. Statut marital, ouais. Ça paraît tellement injuste. Pourquoi des couples mariés payent plus d'impôts que des couples non mariés avec exactement les mêmes revenus? Et du coup, les mêmes charges parce qu'ils vivent dans le même appartement ou maison. Voilà, donc c'est pas. Vous êtes en train d'écrire un mode de vie différent, c'est juste un statut qui fait que. Le statut. Voilà, exact. le statut fait. Donc, quelque part, c'est une forme de discrimination, quoi. Tout à fait. C'est une discrimination en raison du statut à l'état civil et ça, c'est pas tolérable. Et donc, ça va vraiment venir en aide à la classe moyenne. C'est très important. Donc, il y a vraiment la fiscalité sur laquelle il faut agir. Dans le canton de Vaud aussi, j'ai parlé avant de l'initiative des jeunes PLR. Augmenter les déductions fiscales liées aux primes d'assurance maladie. Les déductions fiscales liées aux frais de garde ont aussi été augmentées au niveau fédéral. Ça, c'est aussi très bien. Donc, voilà. Donc, parce que la charge fiscale sur la classe moyenne, elle pèse très lourd. Ça, c'est un aspect. Il y a un autre aspect aussi, c'est les primes maladie. C'est vraiment les deux gros postes dans le budget d'un ménage, c'est les primes maladie et les impôts. Les primes maladie, évidemment, qu'elles sont élevées, ça ne fait qu'augmenter, c'est très inquiétant. Et tout le monde Plus de 3% par an pendant les 10 dernières années. Tout le monde s'inquiète de cette situation-là. Réduire ces primes, le grand axe auquel il faudrait s'attaquer, c'est réduire les coûts de la santé. En réduisant les coûts de la santé, on réduit le coût des primes. C'est un thème très, très complexe dans le sens où, comme pour tout, mais là en particulier, on n'a pas la solution magique, la solution miracle, une petite baguette magique, et puis on arrive et puis on agit sur un élément bien particulier. C'est vraiment plusieurs éléments. Par exemple, prescrire le générique le moins cher par principe. C'est éviter les doublons administratifs. C'est accélérer la mise en œuvre du dossier électronique du patient. C'est des mesures comme ça qui vont permettre de réduire le coût de la santé et donc réduire les primes. Ça, c'est vraiment les deux charges qui pèsent très lourd dans le budget des ménages. Puis après, évidemment, il y a toute la question de la prévoyance professionnelle. Mais en cette période de crise, vraiment, il y a eu l'inflation, il y a l'inflation, la guerre en Ukraine, le Covid. On est tous un peu secoués. Et puis, voilà, il faut vraiment se préoccuper de cette classe moyenne-là qui est en grande souffrance actuellement. Alors, moi, j'entends tout à fait. Vous avez expliqué comment faire des économies au niveau de l'assurance maladie. Vous n'êtes pas la première et la seule à parler de ça. J'ai quand même une petite question. Si, ok, on met en place cette mesure, rien que cette mesure-là, on rétablit cette justice, voilà, on fait des efforts pour la classe moyenne. Pour maintenir le budget, on récupère des recettes où?
C'est exactement la même réponse que je vous ai déjà donnée les 2 fois Ouais, mais d'avant. du coup, là, je parle Question. vraiment simplement Euh, des impôts. Je parle pas du reste du budget. On a vu où c'était les économies du budget, vous avez expliqué. On a vu comment faire éventuellement les solutions, les options qu'il y avait. Et on a jamais dit que c'était facile, mais qui était possible de mettre en place pour faire baisser le budget de l'assurance maladie. Question, là, sur purement les impôts sur le revenu, donc des coûts et machin. Si on fait des économies qui peuvent tout à fait s'entendre. Voilà, moi je viens de la classe moyenne vaudoise, je ne vais pas forcément dire que je suis pas d'accord avec vous. C'est quelque chose que j'ai pu constater tout au long de ma vie au niveau de cette injustice. Petite anecdote personnelle, c'est exactement les questions que se posent à chaque année mes parents à la déclaration d'impôt. Justement, ils disent ils sont mariés, du coup ben, ça les fait passer dans la strate d'au-dessus. Donc je comprends tout à fait, même à titre personnel, votre remarque. Et voilà, j'entends tout à fait. Question, le manque à gagner de cette mesure qui est pour les classes moyennes, comment est-ce qu'on le récupère pour maintenir un budget équilibré? Ou alors vous dites simplement qu'il y a moins de recettes fiscales, c'est aussi une option. Bah, moins de recettes fiscales, ça c'est évident. Si on demande Voilà, à certaines logique. personnes de payer moins d'impôts, il y aura moins de recettes fiscales, mais c'est vraiment primordial. Donc du Euh, coup, et après, par exemple, là, on a voté sur l'OCDE, sur l'imposition 15% minimum. minimale des entreprises, enfin des multinationales. Bah voilà, ça fera des recettes fiscales qui entreront. Voilà, il fallait mettre en œuvre cette mesure-là, évidemment, Accepté à en Suisse. 79% par le peuple suisse. Oui, donc voilà, ça fera de nouvelles recettes pour l'État. Et après, on diminue, il y a moins de revenus, il y a moins de charges, il y a plus de revenus. Bon, bah, on peut économiser une partie, puis peut-être investir sur d'autres. Mais trouver, ben voilà, typiquement l'imposition sur le CDE, enfin, l'imposition minimale des entreprises par le CDE, le G20, c'est Très bien. une des recettes. Très bien, bah, bien cet entretien avance. On arrive au moment de la boîte à questions surprise. C'est votre avant-dernière question, parce que bon, vous lancerez évidemment sur une conclusion, parce que mine de rien, l'entretien avance. Je vous laisse prendre un ticket au hasard et me lire la thématique qu'il y a dessus. Bruxelles dans les choux. Oui, j'aime beaucoup ces trucs. Alors, évidemment, on va parler on a beaucoup parlé de budget, on a beaucoup parlé d'investissement. On va parler un peu de géopolitique, de diplomatie, puisqu'on va parler des relations entre la Suisse et l'Union européenne. Actuellement, c'est peu de choses de dire. Je fais un constat. Je ne suis pas en train de donner mon opinion personnelle là-dessus. L'Union européenne est dans une crise majeure. Beaucoup de pays européens sont gangrénés par la corruption, par le deal de drogue, par les problèmes énergétiques. Donc l'Union européenne, beaucoup de problèmes de l'Union européenne soit rejaillissent indirectement sur la Suisse, soit ne concernent pas directement la Suisse, puisque nous ne sommes pas, nous sommes membres dans Schengen, mais nous n'avons ni l'euro comme monnaie et nous ne sommes pas partie prenante de l'Union européenne. Et on a vu le problème au niveau des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, où il y a des tensions. La classe oligarchique européenne apparatchik qui est au pouvoir à Bruxelles, donc des gens non élus, hein, je ne parle pas des représentants du peuple, hein, je parle vraiment des gens qui sont dans les commissions et qui décident. Hein. Par exemple, exemple tout bête que je vous donne et je vous lance sur la question, Madame von der Leyen, présidente de la Commission européenne, n'a jamais été élue nulle part. On soit bien d'accord, enfin en tout cas au niveau européen. Donc on voit bien que c'est des personnes non élues et il y a des tensions de plus en plus grandes. Comment est-ce que, en tant que politicienne suisse, on règle et on arrive à stabiliser cette question avec l'Europe? Parce que l'Europe aille à droite ou à gauche, quelque part, ça ne nous concerne pas directement. Mais comment est-ce que. Mais on sait que ça impacte directement la population suisse, les relations avec les économies, les travailleurs étrangers. Comment est-ce qu'on fait pour régler cette question? Quelle est votre vision sur la question européenne? Est-ce que vous avez une vision qui est différente de votre parti? Et comment est-ce qu'on fait pour régler ces questions avec de sociétés importantes avec l'Europe qui impactent directement les citoyens? On est tellement près des frontières que forcément ça a un impact. Votre vision sur les problèmes européens actuellement? C'est un gros sujet qui est très complexe et qui prendra du temps. Il faut absolument avoir des discussions avec l'Union européenne, rétablir un dialogue et une relation de confiance. Ça, je pense que c'est vraiment très important. C'est le premier partenaire encourageant. économique, hein, l'Union européenne. C'est vraiment encourageant. Il y a certains éléments qui avancent. Il y a un nouveau secrétaire d'État qui a été nommé. Donc voilà, maintenant le gros du problème sera déjà de rétablir un dialogue, une discussion constructive et puis une relation de confiance. Mais ce qui a déjà été fait par l'ancien secrétaire d'État jusqu'à maintenant, ben voilà, elle a quand même essayé
de rétablir cette relation-là. Ce sera maintenant le rôle du nouveau secrétaire d'État de continuer dans cette lignée. On attend de voir ce que ça donne du côté de la Confédération par rapport à cette nouvelle nomination. Ensuite, il y a des accords bilatéraux. Il faut absolument continuer dans cette voie-là. Les accords bilatéraux, c'est vraiment la clé. Conclure sur l'énergie, sur la santé, vraiment sur plusieurs domaines. Mais l'essentiel maintenant, c'est déjà de rétablir une relation de confiance mutuelle. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a un camp qui a fait tout faux et puis l'autre a fait tout juste. Non. Mais c'est vraiment des relations diplomatiques qui doivent être saines, qui doivent être stables aussi. Donc ce dialogue doit être plus constructif et peut-être plus cadré. Peut-être donner plus d'informations aussi à la population au cours de l'avancée des différents sujets. Pas qu'on se retrouve d'un coup avec une annonce comme on l'a eu il y a quelques mois. Donc voilà. Et comment est-ce qu'on fait aussi pour protéger la population suisse? C'est quand même en partie votre rôle, en tout cas ce à quoi vous aspirez, pourquoi vous vous battez, en tout cas le mode de vie, le cadre de vie, le niveau de vie de la population suisse résidente, qu'elle soit étrangère enfin en tout cas qui se présente sur notre territoire, qu'elle soit étrangère ou nationale. Comment est-ce qu'on fait pour les protéger des différentes dégradations européennes actuelles qui sont quand même, enfin, on constate qu'il y a des graves problèmes de dysfonctionnement à plein de niveaux. Comment est-ce qu'on fait pour, à la fois, comme vous avez dit, maintenir ce dialogue, en même temps aussi ne pas trop se donner à un système qui dysfonctionne dans un certain nombre de domaines et protéger quand même le cadre de vie de la population qui majoritairement ne souhaite pas, et on peut les comprendre, rejoindre un cadre européen. Donc comment est-ce qu'on gère cet équilibre-là? J'imagine que ça ne va pas être simple comme question. Non, c'est pas simple et vous avez raison, c'est le rôle des élus. C'est tout le processus législatif qui doit être mené. C'est pour ça qu'il faut voter au mois d'octobre. Et voilà, c'est vraiment le processus législatif. Alors, effectivement, il est assez long en Suisse. Ça prend du temps de mettre en place les éléments que le Parlement décide. Mais voilà, finalement, de légiférer sur des objets, d'avoir conscience aussi des problèmes qui touchent l'Union européenne, parce qu'on n'est pas à part. On est un peu à part, mais pas trop. On n'est pas dans l'Union européenne, mais on est quand même en Europe. Donc on est évidemment impacté. On voit par exemple, typiquement sur tout ce qui touche l'actualité française, la Suisse romande est au courant. On a vraiment une relation avec la France qui est très proche. On est beaucoup imprégné de l'actualité. Typiquement, tout le cinéma, c'est la France. La musique, c'est la France aussi. Puis les Alémaniques vous diront que c'est l'Allemagne. Exactement. Donc on voit vraiment qu'on a des relations très proches avec nos pays voisins. Que ce soit des relations actives ou des relations, je dirais, indirectes. C'est-à-dire vraiment, par exemple, l'actualité. Il y a beaucoup de gens qui regardent le téléjournal français, par exemple. Donc ça, il faut aussi avoir conscience de cela. Je pense que c'est très important. Oui, on n'est pas dans l'Union européenne, mais on est en Europe quand même. Et donc c'est une cohésion autour de tous ces pays-là, qui est un continent quand même très, très vaste, hein, avec une pluralité vraiment de traditions, de coutumes, de fonctionnements différents au sein des pays. Donc c'est toute une question de cohérence parmi tout cela. Dernière question avant de passer à la conclusion. On est d'accord que vous êtes pour un rétablissement du dialogue, mais vous n'êtes pas pour que la Suisse rentre dans l'Union européenne. Non, moi je suis pour des accords bilatéraux efficaces. Et que la Suisse reste indépendante et autonome. Exact. Non. Et neutre. Juste pour qu'on puisse savoir là-dessus, que ce soit clair pour les auditeurs et les différents électeurs, notamment qui auront l'occasion de voter pour vous. Et justement, cette question de voter pour vous, c'est la dernière question de cet entretien. Je vous remercie d'y avoir participé. Si les électeurs et électrices vaudoises votent pour vous en octobre prochain, sur quoi peuvent-ils compter? Sur quoi vous vous engagez? Pourquoi est-ce que c'est mieux de voter pour votre personne? Pas forcément votre liste, mais en tout cas le parti que vous représentez et vous qui êtes venu défendre vos positions et votre opinion aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils devraient voter pour vous? Et voilà, en 2-3 minutes, sur quoi peuvent-ils compter et sur quoi vraiment vous allez vous engager pour eux, quoi. C'est toujours très compliqué cette question quand on doit se vendre personnellement. Mais je dois la poser parce que... de vendre des idées.
Non, mais alors déjà, c'est défendre les valeurs que j'ai, défendre les idées, les défendre avec passion et avec vraiment beaucoup de volonté, des idées auxquelles je crois vraiment profondément. Donc avec beaucoup de sincérité aussi, de loyauté aussi et d'humilité parce que c'est pas parce que on se présente candidat ou qu'on est élu qu'on doit se détacher de nos électeurs, c'est très important. Donc c'est aussi la communication et puis l'accessibilité. C'est-à-dire qu'en tant qu'élu, en particulier dans un système qui est quand même avec beaucoup de proximité, élu-population, c'est important d'alimenter ce rôle-là de proximité entre les élus et la population, permettre aussi de renseigner sur certains sujets, donner des informations, répondre aux questions et puis voilà, dire ce qu'on a fait. Parce qu'on vote pour nous pour un programme, pour des idées que l'on défend. Après, il faudrait les mettre en œuvre. Donc c'est aussi informer à ce niveau-là. On voit que vous êtes, pour finir, on voit que vous êtes très attaché, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, vous êtes très attaché à cette notion de politique de milice. Oui, oui, oui. Mais c'est surtout, disons, qu'il faut en avoir conscience. Il faut avoir conscience du système dans lequel on est. À commencer par nous, politiciens, il faut toujours qu'on se rappelle, ok, c'est de la politique de milice, parce que, ben voilà, entre nous, parfois, il faut, voilà, c'est un peu se ramener en disant, c'est de la politique de milice, j'ai autre chose, j'ai une vie professionnelle à côté, j'ai une vie privée à côté, il y a la vie politique. Et puis, ben voilà, c'est un jeu un peu de réussir à faire coïncider toutes ces couches un peu. Et puis, donc c'est un élément auquel nous-mêmes, on doit vraiment ouais, se rattacher puis revenir un peu à cette idée. Et puis aussi, voilà, nous ne sommes pas des experts sur tous les sujets. On ne peut pas maîtriser tous les dossiers parce que du coup, on en maîtrise plus. C'est vraiment quelques thèmes sur lesquels voilà, on se renseigne et on creuse. Et après, au bout d'un moment, on devient, on connaît très bien nos sujets. Ça, je suis pas du tout en train de dire que les politiciens de milice ne connaissent pas le sujet dans le fond. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est surtout, on ne peut pas maîtriser tous les sujets dans leurs détails plus profonds. Et c'est ça la beauté aussi de notre système, c'est la pluralité du coup de la maîtrise des dossiers qui intéressent telle ou telle personne. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Pauline Blanc, merci beaucoup d'avoir participé à cet Merci à vous. épisode de Femmes fédérales. Merci à vous. Et puis, ben, on réjouit de de vous suivre prochainement, parce que forcément, vu votre âge, on peut imaginer que, à moins d'un changement de parcours, vous allez être actif durant les prochaines années et décennies. En tout cas, on vous le souhaite. La Petite Suisse la Petite Suisse et la Petite Vaudoise. Et on vous souhaite du coup bonne chance pour cette campagne. Et puis, ben, on va passer au prochain épisode prochainement. Merci d'avoir visionné cet épisode en notre compagnie. Merci beaucoup.